on est en train de comprendre qu'il y a un quatrième état de l'eau qui vient s'ajouter à l'état liquide, solide et gazeux. C'est un état qu'on pourrait appeler semi-cristallin, voilà, ou cristal liquide, qui est intermédiaire entre la glace et l'eau, quoi. Bonjour et comme promis, voici les interviews exclusives que Agora TV a pu recueillir lors du week-end de Accalmie, cette conférence qui s'est tenue à Genève, organisée par l'Académie libre de médecine intégrative. 4 conférenciers ont pu nous accorder un interview. Aujourd'hui, vous allez entendre le premier de ces conférenciers qui a répondu à nos questions. Philippe Bobola, il est docteur en sciences, en physique, il est biologiste aussi, il est anthropologue, il est psychanalyste, il a fait un parcours très varié pour pouvoir se former sur un ensemble de choses et aujourd'hui, eh bien, ses regards différents lui ont amené à certaines conclusions, à certaines connaissances de la vie. C'est passionnant, c'est un interview assez long, vous verrez, mais qui vaut vraiment la peine. Il n'a pas été avare de temps avec Agora, il a vraiment répondu à toutes nos questions. Ça a été un grand plaisir de converser avec lui et j'espère que vous aurez le même plaisir à écouter cette interview qui démarre maintenant. Philippe Bobola, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui. C'est une journée importante, enfin un week-end important où il y a beaucoup d'orateurs. Et ce matin, eh bien, vous avez aussi pris la parole. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques phrases quel est votre travail ? L'objet de la conférence, c'était de faire un panorama de l'eau. En apparence, c'est une molécule très simple, un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Mais c'est une molécule complexe. Aqua simplex cache en fin de compte aqua complexe. Donc on peut décrire l'eau soit dans un cadre classique, de physique classique, ou dans un cadre quantique. Mon rôle aussi était de faire un peu la synthèse de tout ce qui avait été exposé, notamment l'exposé de Gérald Pollack sur la zone d'exclusion. Quand vous mettez de l'eau dans un récipient, sur les bords du récipient, ce qu'on appelle en physique l'interface, il y a une structuration de l'eau particulière. Ce qui est contre la paroi est uniquement fait d'éléments aqueux et tout ce qui n'est pas de l'eau est évacué. Ce qui fait qu'on a sur les parois des charges négatives et à une certaine distance, jusqu'à 50 micromètres, des charges positives, ce qui fait une batterie. Donc comme l'eau est très importante parce que nous sommes faits de 65% en poids d'eau et que la plupart des molécules sont hydrophiles, il y a aussi des molécules hydrophobes évidemment, eh bien, il y a une couche de molécules d'eau qui est dans cet état et donc ça forme une batterie. Donc effectivement, on est en train de comprendre qu'il y a un quatrième état de l'eau qui vient s'ajouter à l'état liquide, solide et gazeux. C'est un état qu'on pourrait appeler semi-cristallin, voilà, ou cristal liquide, qui est intermédiaire entre la glace et l'eau, quoi. Donc easy water. Alors effectivement, il y a un engouement dans la médecine intégrative, puisque effectivement l'eau est au cœur de pas mal de thérapies. Donc on a vu aussi l'exposé du docteur Bénichou, on peut utiliser la lumière et agir sur l'eau, ce qu'on appelle la photobiomodulation. Voilà un petit peu le panorama de ce qui a été vu ce matin. Donc vous voyez qu'on est loin de cette espèce de regard ironique sur la mémoire de l'eau, puisque effectivement on s'aperçoit que l'eau est capable de mémoire, que pour comprendre cette mémoire, il faut faire appel à une physique élaborée, la théorie quantique des champs. Alors toute cette journée est consacrée à l'eau, c'est dans le cadre d'Accalmie, une académie sur la médecine intégrative qui a été co-créée par Béatrice Mulbert et Shima Azegari. Et Béatrice Mulbert est docteur en médecine et Shima Azegari est pharmacienne, homéopathe, nutritionniste, phytothérapeute. Et donc à elles deux, elles ont essayé de rendre complémentaires des médecines qui ne le sont pas toujours parce qu'on n'a pas vu les points communs. Et un des points communs de toutes ces médecines, c'est entre autres l'eau. Donc sur une année, on va dire universitaire, effectivement, on revisite avec des outils pluridisciplinaires issus de la physique, de la biologie, la chimie et d'autres disciplines, la psychologie aussi, l'art-thérapie. Ces différentes disciplines, évidemment, il y a la phytothérapie, l'homéopathie, l'ostéopathie, l'art-thérapie, les psychothérapies, les médecines
qu'on pourrait appeler traditionnelle, la médecine ayurvédique, la médecine perse. Voilà, c'est un peu l'objectif de cette école. Et quand vous dites on commence à mieux comprendre l'eau, ce on, c'est quoi? C'est la science ou c'est quelques chercheurs isolés qui travaillent dans leur coin? Bah, non, non, c'est pas des chercheurs isolés. Ici, bon, vous avez Gérald Pollack, Marc-Henri, et puis au-delà de ça, il y a toujours des chercheurs qui essayent de comprendre les propriétés atypiques de l'eau. Martin Chaplin, qui est un chimiste anglais, a répertorié 62 anomalies sur l'eau, et je suis sûr qu'il y en a plus, quoi. Donc c'est un liquide qui, quand on le refroidit, la glace flotte au-dessus de l'eau, ce qui est anormal. Ça, tout le monde peut le voir. Il y a plein de propriétés atypiques de l'eau qu'on commence à mieux cerner parce qu'effectivement, la physique quantique est en train de plus percer. À une époque, c'était réservé à des spécialistes. La physico-chimie, la chimie font qu'on revisite l'eau, quoi. Voilà. C'est un peu le but de la science, hein. Victor Hugo disait « La science avance en se raturant elle-même, rature féconde ». C'est un peu ça, on voit les erreurs qui ont été faites dans le passé, les ouvertures qui ont été proposées par des novateurs. Il y a toujours eu des gens qui ont associé, par exemple, action de la lumière sur le corps, action de la lumière sur les liquides. Donc on commence maintenant à avoir déjà des technologies qui aident à la diffusion de ces connaissances. Et puis il y a une connaissance fondamentale qui est plus posée, structurée, raffinée, je dirais, sur l'eau, quoi. Est-ce que la médecine intégrative, finalement, c'est l'aube d'une nouvelle santé, d'une nouvelle compréhension de la santé? Oui, je pense qu'on commence à comprendre ce que tout le monde savait dans l'Antiquité, corps, esprit, âme. J'allais dire, un corps sain dans un esprit sain, vous voyez, c'est un proverbe que tout le monde a entendu. Mais si vous n'êtes pas bien dans votre tête, est-ce que ça a une incidence sur votre corps? Oui, c'est le domaine de la psychosomatique. On sait que quand on est stressé, on abaisse la défense immunitaire, c'est la psychoneuroimmunologie. Et on sait pourquoi, quand vous êtes stressé, vous allez stimuler au niveau final vos cortico-surrénales qui sont au niveau des reins. Et vous allez produire une molécule que tout le monde connaît, le cortisol, qui fait partie d'une famille de molécules qu'on appelle les glucocorticoïdes. Et ça baisse la défense immunitaire. Donc généralement, quand vous êtes stressé, vous avez de grandes chances d'avoir une défense immunitaire à baisser si le stress a de l'impact sur vous, et ça dépend de la durée du stress. Et donc ça peut occasionner des problèmes plus ou moins graves. Et quel est l'accueil fait par la médecine dite traditionnelle? Aujourd'hui, on est beaucoup dans la pharmaceutique, dans la pharmacologie, dans des traitements qui ont des effets secondaires. Quelles sont les promesses un petit peu de cette médecine intégrative pour l'avenir de la santé? Je crois que le grand public est en train d'établir un nouveau pacte avec la thérapie en général, ou les thérapies. Et donc la balle est dans le camp du grand public. Je crois que la médecine allopathique a ses limites, comme probablement la médecine intégrative, si elle réussit bien, aura ses limites. Donc évidemment, on défend son territoire, c'est très territorial, donc la médecine allopathique défend son territoire. Et la médecine intégrative vient du fait qu'il y a eu beaucoup de déçus de la médecine classique, quoi, et les patients en première ligne. Donc on est dans une période de transition où les gens se rendent compte que c'est une alliance qu'il faut établir avec un thérapeute. On est actif dans sa guérison, on n'est pas passif, on s'en remet pas uniquement à un médecin. C'est ce qu'on pourrait résumer par docteur, faites-moi la piqûre. Mais on prend une part active. Et donc c'est ce qu'on pourrait appeler une médecine participative, puisque la physique quantique nous montre que, contrairement à la physique classique, quand on fait une mesure, celui qui fait la mesure interagit avec l'objet de sa mesure. D'ailleurs, celui qui fait la mesure est appelé un participant. Donc on a une médecine participative où le patient est un partenaire plein et entier avec le thérapeute et la thérapie. Voilà. Et au-delà de la médecine, ces nouvelles compréhensions de l'eau, de la lumière, est-ce que ça apporte un nouveau regard sur la vie, sur notre compréhension du monde? Bien sûr. Vous voyez, des questions que pourrait se poser un enfant de 5 ans, mais comme disait Groucho Marx, apportez-moi l'enfant de 5 ans. Pourquoi il y a autant d'eau dans un corps? Vous voyez, on commence à comprendre pourquoi. Pourquoi l'eau est sur les molécules, la couche de solvatation.
Un seul chiffre, un embryon d'1 mois est fait de 96% d'eau. Quand il arrive au monde, il est fait de 75% d'eau. Adulte, il va se stabiliser à 65% en eau. Et si on vieillit mal, on peut chuter à 50%, entre 55 et 50%. Donc vous voyez bien, vieillir, c'est se déshydrater. Donc celui qui maintient un bon état hydrique de son corps a plus de chances de bien vieillir. De même, quand vous regardez le visage des gens qui ont bien vieilli, qui ont passé même le siècle, vous apercevez qu'ils n'ont pas un visage marqué, contrairement à leur longue longévité. C'est parce que la peau a su conserver son degré hydrique et le corps aussi. Donc voilà. Et donc on découvre plein de choses. Par exemple, on commence à se rendre compte que le neurone n'est pas la cellule maîtresse du cerveau, c'est les cellules gliales qui ont ce qu'on appelait autrefois le tissu nourricier. Voilà. Et donc c'est un tissu conjonctif qui entoure les neurones et qui les aide à se nourrir. Et on s'aperçoit que les cellules gliales peuvent moduler l'activité des neurones et même des fois les contrôler. Donc vous voyez, ça renverse la vision qu'on avait. Paul Valéry disait « Maître cerveau sur son homme perché tenait dans ses plis son mystère ». Jean-Pierre Changeux parlait d'homme neuronal. Maintenant, il y en a qui n'hésitent pas à parler d'homme glial ou neuroglial ou gliano-neural. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui est relancé. On parle de vieillir, mais aux jeunes, qu'est-ce qu'il faudrait conseiller aujourd'hui aux jeunes qui voudraient avoir une meilleure compréhension de toute cette approche Alors, oui, bien sûr, hein, on a Accalmie qui est vraiment précurseur, qui est ici à Genève, qui est en fait... On retrouve un petit peu ce qui s'est passé avant la Révolution. Rousseau, qui était un citoyen de Genève, effectivement, je pense que la Suisse a été plus ouverte sur ce type de médecine avant les autres. Et donc on a continué à avoir cette ouverture, quoi. Je pense que la Suisse s'est ouverte à d'autres formes de médecine. Ils ont vu avec le temps ce qui ne marchait pas. Ils ont fait le tri. Et donc c'est toujours intéressant parce que quand on vient faire une formation, on a des gens plus aguerris. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que quand on découvre des nouvelles médecines, il y a un engouement, vous voyez. Et puis souvent ça retombe. On voit bien qu'en Suisse, le mouvement est resté actif, quoi, si vous voulez. Après, déjà, ne serait-ce que s'intéresser à son corps, déjà bien dormir. On sait que l'intégrité du sommeil est un garant de la longévité, bien s'hydrater, être bien dans sa tête, vous voyez, c'est des choses assez simples. Voilà. Respecter la chronobiologie du corps, si vous voulez. Quand on mange à des heures à peu près régulières, il ne s'agit pas d'être un expert comptable des repas. Mais voilà, par exemple, si on mange jamais à la même heure, notre pancréas qui produit de l'insuline va se déclencher de façon capricieuse. Et donc vous risquez d'avoir des fringales. Alors que il y a une espèce de régulation de votre corps qui fera que votre pancréas synthétisera l'insuline si vous avez l'habitude le soir, par exemple, de manger entre 19h et 20h, vous voyez. Alors que si un jour vous mangez à 23h, le lendemain à 18h, je caricature volontairement, vous voyez, c'est un peu... Voilà. Et puis, avoir le sentiment d'être utile. Donc ça aussi, il faut que la jeune génération trouve la place qui lui est due dans la société. On est en gérontocratie, hein, c'est le pouvoir des vieux. Donc il faut que la jeunesse puisse avoir envie de vivre l'avenir. Vous voyez, on est dans une période où l'avenir est un peu incertain, on nous annonce un peu des catastrophes, donc c'est vrai qu'avoir 20 ans, c'est jamais un âge facile. Voilà, c'est pas favorable à trouver sa position dans la vie, quoi. Qu'est-ce que je veux faire ? Voilà, c'est des choses assez basiques, assez simples, mais enfin, si on les respecte, c'est déjà un pas vers un équilibre. La clé, c'est l'équilibre. Est-ce qu'avec ces choses basiques, simples, on ne s'éloigne pas finalement, on n'est pas à contre-courant d'une certaine industrie qui s'est un petit peu imposée quand même ? Oui, bien sûr. Sacha Guitry disait la médecine est une science surprenante puisqu'elle s'évertue de soigner ce qui est l'objet de sa rente, à savoir la santé. Ah oui, bien sûr, si effectivement la société rend les gens malades,
Voilà, on devrait se poser la question. Vous voyez. Dans les sociétés traditionnelles, quand quelqu'un se laisse aller à un acte répréhensible, plutôt que de l'enfermer, comme on fait en prison, en maison de correction, ou si c'est plus grave en hôpital psychiatrique, on essaye de comprendre pourquoi la société a généré un tel individu. Donc c'est une remise en cause du fonctionnement de la société, ce qui n'est pas du tout le cas en Occident. Voilà, c'est des choses très simples. Donc je pense que... Puis peut-être retrouver le plaisir de la magie de la vie pour la jeune génération. Je trouve qu'on a perdu une sorte d'étonnement vis-à-vis de la vie, quoi. Et donc c'est ça, tout ça qu'il faut retrouver. On a senti dans votre conférence et ici maintenant en parlant avec vous une vraie passion qui est là, qui est vivante. Comment est-ce qu'elle est née cette passion? J'ai toujours été curieux, donc je me suis intéressé, parce que j'ai un parcours pluridisciplinaire. Je me suis intéressé à la physique parce que je voulais comprendre ce que c'était la matière. Vous voyez, c'est tout bête. Puis après, je me suis dit, oui, mais la matière inerte, c'est une chose. La matière vivante, est-ce qu'on peut passer allègrement de la physique à la biologie? La réponse, c'est non. Donc j'ai repris des études de biologie. Après, je me suis intéressé à l'anthropologie parce que je me suis dit, finalement, je suis un occidental avec des réflexes d'occidental. Comment j'aurais vu le monde si j'étais né, je sais pas, en pleine forêt amazonienne. Donc je suis devenu anthropologue et puis après je suis devenu psychanalyste adlérien. Et donc il y a un fil conducteur, j'allais dire, de la matière jusqu'à l'humain dans sa globalité, c'est essayer de comprendre. Après, je fais autre chose, j'ai été coach, enfin voilà, à une époque j'ai étudié la sophrologie, enfin voilà. Parce que je trouve que sans la curiosité, la vie est un peu pâle. Oui. Et je remarque que les gens qui vivent longtemps ont gardé la curiosité. Vous voyez, mon beau-père est mort à 102 ans, j'allais dire en pleine forme. Il a toujours gardé la curiosité. Il lisait 2-3 livres par semaine. Il écoutait ce qu'on disait, vous voyez, intelligemment à la télé, à la radio. Il lisait les journaux. Il était encore curieux du monde actuel. Il n'était pas réfugié dans sa tour d'ivoire en disant « Oh, c'était mieux autrefois ». Voilà, c'est tout ça qui a fait qu'il a relativement bien vécu, parce que je pense que la seule compromission à la vieillesse, c'est qu'il portait des lunettes pour grossir, c'est tout. Voilà. Oui, c'est quand même pas grand-chose. Et donc il y a vraiment un océan qui s'ouvre à nous, on a tout un champ à explorer, un champ exploratoire large qui s'ouvre aux jeunes. C'est une aventure où le patient est partenaire, parce que finalement chaque patient est au cœur d'un laboratoire qui s'appelle son corps. Il le connaît mieux que le thérapeute. Donc effectivement, c'en est fini de la soumission au corps médical où vous avez le savant en matière médicale qui sait tout. De nombreux patients, quand ils disent j'ai ça, docteur, on lui dit non, c'est pas possible. Alors ils habitent leur corps. Donc je pense que quelqu'un qui habite son corps est plus à même de savoir ce qui se passe dans son corps plutôt que quelqu'un qui est extérieur à son corps, quoi. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est un partenaire entre le thérapeute, le patient. De plus en plus, d'ailleurs, on a une nouvelle forme pour les médecins de patientèle, des gens qui recherchent sur leurs maladies, sur leurs symptômes. Et souvent, d'ailleurs, les médecins généralistes sont un peu gênés parce qu'ils se retrouvent avec parfois des spécialistes d'une maladie parce que le patient souffre. Et donc, Internet a développé la curiosité, le fait d'aller chercher les informations, de recouper les choses. Et donc, ça a vraiment changé la donne, si je puis dire, à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je parle de nouvelle alliance entre le thérapeute, j'allais dire la médecine, et le patient. Voilà. Et la spiritualité dans tout ça, est-ce qu'il y a une pointe de spiritualité dans tout ça, ou est-ce que c'est vraiment de la science pure et dure? Non, oui, il y a forcément une spiritualité dans les sociétés traditionnelles, parce que c'est la casquette anthropologique. Et autrefois, c'était la même vision. On était malade quand on s'était dérelié. Vous voyez, par exemple, le psychanalyste Carl Gustav Jung avait traité l'alcoolisme, et c'est des addictions fortes. Et il était arrivé à la conclusion que pour que les gens sortent des spiritueux, vous voyez, c'est un jeu de mots qu'il faisait, il fallait du spirituel. Donc voilà, c'est évident que la spiritualité joue un grand rôle. Déjà, être au présent,
savoir prendre du repos, aller se promener dans la nature. C'est une spiritualité simple, finalement. C'est une espèce de lien avec le monde naturel. Hein. Il ne faut pas des fois chercher une transcendance. Si ça arrive, tant mieux. Mais ce qu'on faisait volontiers autrefois, les gens qui vivaient à la campagne se promenaient dans la nature et ils ne se posaient pas trop de questions, si ce n'est le plaisir d'être dans la nature. Il y a plein de choses. Il y a même une thérapie qui s'appelle la sylvathérapie, où aller en forêt, on a un type d'oxygène particulier, négatif. On respire mieux, on se déstresse aussi. Il y a de l'électronégativation qui se passe. On peut marcher pieds nus. Vous voyez, c'est des choses relativement simples. Voilà. Et un médecin qui vit dans sa tour d'ivoire, qu'est-ce qu'il faut lui conseiller aujourd'hui? De s'ouvrir, je pense. Je pense qu'un médecin qui vit dans sa tour d'ivoire, c'est pas très bon parce que ça voudrait dire que la médecine est achevée, ce qui n'est pas du tout le cas. Vous voyez, je veux dire, la médecine est une science en pleine évolution. Mais est-ce qu'on a les outils scientifiques pour lui parler selon le langage qu'il a tellement appris à écouter? Oui, après c'est une question là aussi de curiosité, si vous voulez. On a eu une génération de médecins qui ne se reformaient pas. Une fois qu'ils avaient leur doctorat en médecine, c'était fini. Je me souviens du médecin de ma grand-mère qui avait fini ses études dans les années 20, il savait à peine ce que c'était l'ADN. Alors, il avait beaucoup d'humanité, il avait une écoute, il avait plein de choses, mais il ne s'était jamais reformé. Et sur la fin de sa vie, il était encore médecin à 80 ans, il regrettait de ne pas avoir fait l'effort de se reformer, parce qu'effectivement, il était passé à côté de la génétique qui a pris une importance considérable. Donc voilà. Oui, se reformer, s'ouvrir, voilà. On devrait avoir un temps consacré à ça, quoi. Voilà. Je pense que quelle que soit la spécialité, il y a toujours une part psychosomatique dans une maladie, quoi. Enfin, ou une part psychologique. Donc avoir une formation sur ça, c'est pas un luxe, ça viendrait accompagner et optimiser. On voit bien de plus en plus les médecins sont presque obligés, condamnés à évoluer parce que les patients sont parfois plus au courant qu'eux. Donc c'est fini le temps où le médecin était à la fois le savant qui savait tout et le patient ne savait rien. On n'est plus du tout dans ce cas-là, quoi. Donc la balle, comme vous disiez tout à l'heure, est dans le camp du grand public aujourd'hui? Je pense, oui, que le grand public fera évoluer la médecine. Parce que je dirais de la médecine, ce qu'on dit du cinéma, c'est un art. D'être un bon médecin, c'est aussi une industrie. Donc il faut qu'il y ait art et industrie. Il faut que l'industrie ne vienne pas neutraliser le côté artistique. Oui, je me souviens d'avoir vu des médecins qui avaient peu de connaissances scientifiques par rapport à ce qu'on sait maintenant, mais ils étaient capables, quand le patient rentrait dans leur bureau, comment ils s'asseyaient sur la chaise, la voix, l'odeur, tout ça faisait que ils avaient déjà fait un symptôme. Un vieux médecin m'avait dit qu'il avait 2 médicaments, l'écoute et l'aspirine. Voilà. Écouter un patient sans que le téléphone sonne. Parce que si vous regardez le temps moyen d'une consultation, c'est 7 minutes. Et encore, c'est un grand maximum. Il y a des études qui ont montré des fois c'est moins de 7 minutes. Et donc, c'est peu d'écoute, vous voyez. Un psychologue, Carl Rogers, disait que finalement, dans la vie, il y a 2 choses. Le soutien inconditionnel dans un couple et l'attestation, donc ce qui suppose l'écoute. Je pense qu'il en va de même pour un patient. Il faut qu'il ait une écoute à ce niveau-là, quoi. Je vois un peu une révolution pointée. Est-ce qu'on arrive quand même à assimiler toutes ces nouvelles informations, le temps d'une vie, enfin le temps d'une formation? Regardez par exemple, beaucoup de gens se sont
formés pour se soigner leur famille en aromathérapie, en phytothérapie. C'est un phénomène nouveau qu'on n'avait pas. Regardez les magasins bio qui amènent les gens à se former. Des fois, ils font des formations où ils achètent des livres et puis finalement, ils arrivent à avoir une bonne connaissance. La mère de famille qui a besoin de soigner ses enfants fait cet effort. Bien sûr, il y a beaucoup de connaissances, mais je crois aussi qu'il faut avoir du discernement sur ce qui nous concerne. Il ne faut pas se noyer. Et puis c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations, donc c'est vraiment une motivation. Mais quand on est jeune, on se croit éternel. Donc c'est quand les années passent qu'on se rend compte que la santé est un état précaire. René Le Riche, qui était chirurgien, disait « La santé, c'est la vie dans le silence des organes ». Alors quand on est jeune, on a une vie dans le silence des organes, et puis quand on devient plus mature, plus âgé, les organes ne sont plus silencieux et se réveillent. Et donc c'est mieux de faire la prévention. Je pense que le grand public l'a compris. Ce qui est important, c'est la prévention plutôt que le curatif, puisque quand on fait du curatif, c'est déjà trop tard. La prévention, vous savez très bien qu'en Chine, le médecin de l'empereur était condamné presque à mort si l'empereur tombait malade. Son rôle, c'était d'empêcher qu'il tombe malade, donc il était dans la prévention. Donc c'est vraiment deux démarches différentes, soigner quand la maladie est là ou empêcher que la maladie arrive. Et je pense que l'Occident commence à rentrer dans cette prévention médicale, et en tous les cas le grand public l'a compris. Regardez l'engouement pour l'argile et plein d'autres traitements. Voilà, les magasins bio, c'est un phénomène sociologique, quoi. On y va chercher des produits bio, mais on y va aussi chercher de l'aroma, comme on disait, de la phyto, de l'argile et plein d'autres produits, voilà, mais souvent en consommateur éclairé, sans forcément ne pas avoir comment je dirais, un côté je me laisse aller et je fais complètement confiance, quoi. Il y a un centre de médecine intégrative à l'hôpital universitaire de Lausanne, au CHUV. Est-ce que c'est un alibi ou est-ce que c'est vraiment une volonté d'explorer ce domaine-là ? Ça, je ne connais pas assez. Soit c'est, comme vous dites, c'est occuper le terrain pour dire on y est, n'y allez pas, ou vraiment il y a une volonté d'aller plus loin. Je ne sais pas comment vous dire, la vie ne réside pas dans les choses, mais plutôt par les liens entre les choses. La vie, ça ne se résume pas à des molécules, mais à l'interaction entre les molécules, les cellules. Donc les médecines intégratives, elles doivent interagir entre elles. Et je pense que tout le monde a à y gagner. La médecine allopathique, comme les médecines alternatives, ils doivent former une complémentarité. Vous voyez, c'est une philosophie de la physique quantique où on dit que les opposés ne sont pas contradictoires, mais deviennent complémentaires. Par exemple, un objet quantique est à la fois ondulatoire et corpusculaire, ce qui paraît opposé. En fin de compte, ce n'est pas opposé, c'est complémentaire. Donc, ces médecines autres, si elles perçoivent la complémentarité avec la médecine allopathique et la médecine allopathique perçoit sa complémentarité avec les médecines autres, tout le monde a gagné, déjà le patient, le thérapeute, parce qu'effectivement, ça sera plus intéressant que de prescrire des protocoles tout faits. Et puis on redonne au médecin sa dimension d'artiste thérapeutique. C'est-à-dire un médecin généraliste, il lui faut beaucoup d'intuition, beaucoup d'écoute, beaucoup d'observation. Et c'est un peu inversé dans la hiérarchie occidentale, l'impression que le spécialiste est au-dessus du médecin généraliste, mais le médecin généraliste, il a un spectre large, donc il faut vraiment qu'il développe son intuition. Donc pour ça, il faut qu'il soit connecté avec son patient, qu'il sache l'écouter. Et donc c'est ça ce qu'on appelle l'art thérapeutique. Sinon, on a un colloque singulier. Comme on dit, c'est le médecin qui parle et puis le patient, il n'a pas son mot à dire et il doit appliquer ce que le médecin lui a dit. Mais ça, c'est un monologue. C'est pas un dialogue. Dialogue, étymologiquement, c'est un discours à deux voix, quoi. Donc, à Calmy, un médecin peut tout à fait venir, se former ici. Oui.
Oui, il aurait tout à gagner. D'ailleurs, Béatrice, qui est médecin, encourage les jeunes médecins à venir parce que ça compléterait leur formation. C'est ouvert à tout public, hein. Ça va des gens qui veulent mieux comprendre la santé du corps à des professionnels de la santé, hein. On a une neurologue qui s'est inscrite, on a des psychologues, on a aussi des mères de famille. Vous voyez, on a un public assez large parce que de toute façon, tout le monde est intéressé par la santé. Vous êtes bien d'accord. C'est le bien le plus précieux. Finalement, sans la santé, on ne peut pas faire grand-chose. Est-ce qu'on n'était pas finalement dans notre société occidentale un petit peu le nez dans le guidon toutes ces dernières décennies? Si, je pense que la société a usé, abusé du stress. Donc les individus ont été pris par une course folle. Le temps s'accélère, on n'a le temps de rien. Là-dessus est venu s'ajouter les psychotropes, hein. C'est Henri Laborie qui a trouvé le premier psychotrope, le Larjactyle ou la chlorpromazine pour les schizophrénies. Donc beaucoup de gens s'automédiquent, dépression, burn-out, anxiété, angoisse, insomnie. Voilà, c'est un peu le lot du citoyen de la médecine occidentale, alors que autrefois, on n'avait pas ce seuil de stress. Or, le stress, si vous voulez, il y a le bon stress qu'on appelle le stress et le distress, le mauvais stress. Bon, l'étudiant qui a un petit peu tardé à réviser pour passer son examen, il est stressé, mais c'est un bon stress, ça le stimule. De même, quand vous vous levez, si vous avez l'habitude de vous lever à 6 heures du matin, bah, peut-être une heure avant, vous allez avoir une petite décharge d'adrénaline, un petit peu de cortisol, parce qu'il faut un petit peu de stress pour commencer la journée. Mais là où ça va plus, c'est que si le stress devient un phénomène constitutif, bah, ça met en péril notre organisme. Et Henri Laborie a beaucoup travaillé là-dessus, où il a montré que quand un individu peut ni avancer, il ne peut pas agir, ni fuir, et qu'il est coincé, et bah, généralement c'est le pire, on appelle ça l'inhibition de l'action. C'est là où il surproduit du cortisol, que ça baisse sa défense immunitaire, et on voit aussi une augmentation des maladies cardiovasculaires. Donc effectivement, le stress, on pourrait se poser pourquoi le stress est arrivé dans l'évolution, parce que tout simplement quand une gazelle rencontre un lion, bah, elle sait très bien que le lion est plus forte qu'elle et elle ne peut pas courir plus vite que le lion. Donc elle a comme option de se cacher ou faire la morte en attendant que le prédateur passe. Alors dans le monde animalier, il y a deux options, fuir ou agresser. Chez l'être humain, il y a une option supplémentaire, c'est fuir dans l'imaginaire. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui vont développer des névroses, des psychoses, qui peuvent aller jusqu'à la folie, la fuite dans l'idéologie, le désespoir, l'anxiété, qui sont des fuites, un voyage dans l'imaginaire, parce qu'on est coincé. C'est un peu ce que vit la société européenne actuellement, où on navigue à vue, on ne sait pas où on va, on ne peut pas vraiment fuir, parce qu'on a l'impression que c'est partout pareil. Et donc ça met les gens en inhibition de l'action, et pour Henri Laborie, c'était le pire, puisque c'est une stratégie ou un mécanisme qui doit être utilisé avec parcimonie. Mais si toute la journée vous êtes stressé, votre organisme va en payer les conséquences. Donc selon la médecine chinoise, le qi, qui est l'énergie vitale, est fabriqué par les reins. Si vous avez vos reins qui sont surstimulés parce que les corticosurrénales qui se trouvent au niveau des deux reins surproduisent du cortisol, bah, vous allez gaspiller votre capital énergétique, votre chi, et donc à plus ou moins long terme, vous allez avoir une baisse de la défense immunitaire et donc une baisse de votre énergie vitale. Et donc c'est comme une bougie qui aurait été consumée, quoi. Voilà. Un conseil pour la société aujourd'hui, s'il y avait une estrade comme ça pour pouvoir donner un conseil à tout le monde? Bah, déjà, sortir de l'inhibition de l'action, quels que soient les moyens. Voilà. Il y a toujours une porte de sortie, hein. Henri Laborie avait écrit un ouvrage qui s'appelle L'éloge de la fuite. C'est pas un éloge à la lâcheté, mais c'est tout simplement que dans beaucoup de situations, on a toujours la possibilité de trouver une porte de sortie, quoi. Et donc pour éviter l'inhibition de l'action, d'ailleurs on le ressent quand on est stressé, on a la boule au ventre, on le voit les gens stressés, quoi. Ça a des conséquences. Voilà. Alors effectivement, bah, chacun doit trouver sa propre sortie, si je puis dire, voilà, c'est ce que je donnerais. Se passionner pour quelque chose, rentrer dans un domaine de connaissance, ça peut être une fuite salutaire.
parfois voyager, changer de travail. C'est un peu ce qui se passe, hein, vous voyez, les gens, quand ils se sentent coincés, bah, ils vont faire une bifurcation dans leur vie. Vous voyez, si vous stressez une petite souris en lui délivrant des décharges électriques, la première décharge, c'est un choc, et puis les autres décharges, bah, elle a peur de revivre la douleur qu'elle a vécue, c'est pas mortel. Et si vous mettez une petite roue que la souris peut actionner, bien que la petite roue tournée ne la dégage en rien de la situation, elle agit. Donc chacun doit trouver sa petite roue pour pouvoir sortir de l'inhibition de l'action. Voilà, donc je ne peux pas vous donner une recette universelle, c'est propre à chacun. Voilà.